Donc bienvenue dans ce chapitre qui fait partie de la partie 2 géologie sur les continents et leur dynamique. Donc on va avoir la collision et la formation des chaînes de montagnes. Dans ce chapitre on parlera de trois choses, donc trois paragraphes, les traces d'un ancien océan, donc l'océan alpin. On va essayer de rechercher donc les différentes preuves de la présence d'un océan. Ensuite les preuves donc d'une ancienne subduction. Et ensuite les traces donc de la collision continentale avec la recherche donc de déformations, on va dire locales, plis, failles et chevauchements, et de mouvements donc plus importants, de déformations plus importantes qu'on cherchera dans les nappes de charriage. Comment va-t-on essayer donc de reconstituer l'histoire d'une chaîne de montagne? On va s'intéresser donc à la chaîne alpine, donc en forme de grande virgule à travers l'Europe, avec des sommets jusqu'à 4800 mètres, donc dans lesquels la neige peut s'accumuler, évidemment, avec une température froide. On a une autre chaîne qui se trouve à l'intérieur des continents, qui est donc la chaîne de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine, qui est d'altitude supérieure encore. Alors, quelles sont les traces d'un ancien océan qu'on va trouver donc dans les Alpes? On va travailler donc sur deux traces possibles. La présence d'une marge passive qu'on trouve au bord de chaque océan, et les traces du plancher océanique, plancher donc formé par la lithosphère océanique. On va donc rechercher ceci dans les Alpes. Alors on commence avec une carte donc des Alpes, du sud des Alpes, avec donc Grenoble ici. On voit à l'affleurement donc un certain nombre de roches, notamment les roches cristallines, des roches granitiques qui caractérisent donc le socle d'âge primaire, donc très ancien. Et ces blocs sont découpés, on va dire, séparés par des failles, qui sont des failles normales. Alors ça peut être un petit peu intéressant de se questionner comment peut-on trouver des failles normales alors qu'on est en train de parler d'une chaîne de collision. Eh bien on va essayer de comprendre l'origine de ces failles normales. Donc, pour comprendre l'origine des failles normales, on va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Donc on va se déplacer au niveau de Bourdoisan, où on a cette faille qui est visible ici, avec donc une faille de forme caractéristique, forme de pelle. On voit ici la taille de la faille avec cette personne qui nous donne l'échelle. Cette faille, donc en forme de cuillère, on appelle ça une faille listrique, vient du grec, listros, cuillère, et avec des couches qui sont assez particulières. On distingue ici, en s'intéressant un petit peu, des couches avec les yeux de la foi, on va distinguer des couches on qualifie de couches en éventail, schématisées ici. Donc on va dire qu'elles sont pas parallèles les unes aux autres et forment plutôt un éventail. Et ici une couche assez horizontale à la surface, contact direct du socle. On va ensuite, donc ici je voudrais vous refaire un petit rappel de ce que c'est qu'une marge passive. Alors des marges passives, on en trouve au bord de plupart des continents. Par exemple ici à l'est de l'Afrique, ou ici à l'est de Madagascar, on en trouve ici aussi. Une marge passive, c'est une zone, donc on retrouve ici donc les blocs qu'on appelle des blocs basculés, avec ces failles donc qui sont des failles normales, failles listriques, et donc tout ceci permet de marquer la limite entre le continent et l'océan, avec donc en surface ce qu'on appelle la plateforme continentale, le talus continental et le glacis continental. On a donc ici une image en sismique réflexion qui montre une marge actuelle, donc avec ces failles listriques, ces blocs basculés entre les failles, et la sédimentation caractéristique sur laquelle on reviendra. Une sédimentation donc on qualifie de pré-denté rift, de sein
rift et de post-rift. Alors, donc ici on voit le procédé, donc le processus donc de formation d'une faille listrique, d'une faille, donc ce type de faille normale qu'on trouve donc au niveau des marges passives. Alors on peut bien comprendre que lors de cet affaissement de ce bloc, on a une sédimentation qui va se mettre en place horizontalement, et qu'au fur et à mesure du déplacement de ce bloc, la sédimentation va être finalement une sédimentation qu'on comprend être en éventail, puisque les couches ne seront plus parallèles les unes aux autres. Voilà comment, grâce à une distension, donc un contexte distensif, donc en extension, on peut avoir des blocs basculés avec une faille de forme typique et une sédimentation caractéristique. Donc je vous propose de rafraîchir un petit peu la mémoire sur la formation donc des marges passives avec donc une animation qui va montrer, qui va revenir sur donc les différentes étapes. Donc ici le début du rifting, du set de rifting avec une extension qui se met en place à l'intérieur même d'un continent. Extension donc qui va se poursuivre avec donc une présence donc de ces blocs basculés qui pour l'instant sont face à face, mais qui vont se retrouver éloignés les uns des autres par suite donc de cette expansion océanique qui va commencer, et qui va ainsi créer ce nouvel océan entre deux continents qui vont s'écarter, se séparer à la suite donc de ce mécanisme, ce phénomène d'expansion océanique. Donc on va essayer de reprendre donc les notions de sédimentation dans la marge passive avec, donc je rappelle ici la sédimentation anté-rift qui va permettre de dater le début de ce basculement, avec ensuite la sédimentation syn-rift, un éventail qui va permettre de dater le début jusqu'à la fin, et ensuite la sédimentation qui va recouvrir les blocs basculés et qu'on va appeler donc la sédimentation post-rift. Dans la sédimentation donc post-rift, on retrouvera un certain nombre de fossiles proches qui vivent assez proches du continent, sur le niveau de la plateforme continentale. Par exemple, dans la période jurassique, on trouvait beaucoup de ces fossiles, de ces mollusques qui sont des ammonites. Donc un exemple concret avec donc la faille de Bourdoisan, où on voit donc la sédimentation anté-rift qui est Trias, ensuite la sédimentation syn-rift Jurassique inférieur et moyen, et la sédimentation post-rift qui est une sédimentation Crétacée, comme on le voit ici. Donc on a un mécanisme de rifting qui s'est formé au niveau de l'ouverture de l'océan, qui s'est formé au niveau du Jurassique inférieur et moyen. Donc s'il y a eu un océan, on devrait trouver des indices de lithosphère océanique au niveau de cette chaîne alpine. On va faire un petit rappel encore une fois sur la lithosphère océanique, donc avec ces roches qui se forment au niveau donc de la dorsale. En surface, donc les pilolava, le basalte en pilolava. Ensuite en dessous donc des filons de gabbro, qui ne sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle les dikes, ou plutôt plus communément les cheminées donc volcaniques. Et ensuite ici dans la chambre magmatique, quand les cristaux se forment, eh bien une roche qui va être un gabbro massif, et en dessous évidemment donc la péridotite du manteau. Cette lithosphère peut être visible à certains endroits grâce aux failles transformantes qui permettent de décaler la surface de l'océan et de montrer à certains endroits, comme ici au niveau de la faille de Vema par exemple, la succession donc de ces roches. Et de façon incroyable, on peut retrouver à 2600 mètres d'altitude cette succession donc de roches dans les Alpes, métabasalte, métagabbro et serpentinite. Donc en fait les métabasaltes, c'est un basalte transformé, métamorphisé, le gabbro de la même façon, et la serpentinite, c'est ni plus ni moins que de la péridotite métamorphisée qui a cet aspect-là, un petit peu en peau de serpent, d'où le nom qu'on donne à cette succession de roches, cette association de roches, on donne le nom d'ophiolite.
Donc on a pu montrer que si le gabbro était métamorphisé ainsi que donc la péridotite et le basalte, c'est grâce à donc ce qu'on appellera un métamorphisme hydrothermal qui a permis donc au gabbro formé au niveau donc de la dorsale à 1100 degrés à se refroidir lié à l'expansion océanique et à subir des modifications minéralogiques. On a montré en laboratoire grâce à un appareil donc avec enclume de diamant qui permet de chauffer un échantillon et de le mettre à très haute pression, on a pu reconstituer les conditions de transformation minéralogique et ainsi démontrer que on avait une transformation du plagioclase en pyroxène qui pouvait permettre la formation de hornblende, et donc sur cette hornblende qui pouvait ensuite se transformer en chlorite actinote, d'où ce faciès schiste vert que l'on peut voir dans ces métagabbros du Chenaillier dans les Alpes. Autre indice important, on voit au niveau donc des Alpes, dans la région du Chenaillier aussi, donc des radiolarites qui sont qui est une roche formée à partir d'un certain nombre d'éléments siliceux, donc du plancton siliceux, qui peut se déposer, se former donc à 4000 mètres de profondeur actuellement. Donc on a ce type de sédiments qui ensuite peuvent devenir des roches comme on les a dans les Alpes. On a donc ici les éléments qui permettent de montrer que à la suite du rifting, on a eu formation donc d'un plancher océanique et ceci donc a pu être daté à une période de 140 millions d'années. Ce plancher océanique, pour se retrouver en surface et en altitude, a dû subir un mécanisme qu'on appelle donc une obduction. Donc sur une carte globale des Alpes simplifiée, on voit que les ostiolithes sont coincés entre la marge européenne et la marge africaine. Vous retrouverez encore une fois beaucoup d'éléments donc dans votre livre, page 148. Maintenant, donc, quelles sont les traces de l'ancienne subduction? Je vous rappelle qu'au niveau du Chenaillier, on avait trouvé ce type de roche, ce faciès schiste vert. On a aussi à d'autres endroits, notamment au niveau du Queyras, ce type de gabbro, un gabbro où on va trouver des minéraux donc bleutés en lumière polarisée analysée entre le pyroxène et le plagioclase. Là, on est à l'œil nu. Ici, on voit cet aspect un peu bleuté autour des pyroxènes. Ou ce type de roche, on parle de roche à faciès éclogite avec donc des grenats ici qui sont en extension quasi complète en lumière polarisée analysée. On peut ainsi reconstituer donc le voyage de cette lithosphère océanique qui s'est donc refroidi au cours de la formation de l'expansion océanique et est donc devenu donc un gabbro à faciès schiste vert avec l'actinote et la chlorite. Puis suite à la subduction, on a eu formation donc d'un gabbro avec du glaucophane, faciès schiste bleu, et enfin donc l'éclogite avec caractérisé par donc le grenat dans le faciès, donc faciès éclogitique. Donc schématiquement, on a la subduction qui est l'étape donc suivante ici à 80 millions d'années. On va trouver aussi des traces donc de collision avec des plis, des failles inverses, des chevauchements qu'on va trouver donc à l'échelle locale. Donc ici par exemple donc ces magnifiques plis de la Pôte. On a ici d'autres plis visibles à Saint-Clément-sur-Durance, où ici donc on a une faille, enfin un pli qui est qu'on appelle pli faille, évidemment une faille inverse, encore une fois une faille inverse avec le titonique moyen qui est monté sur la partie droite qui est monté sur la partie gauche. On a aussi donc ici ce chevauchement, on a l'urgonien qui chevauche ici l'urgonien, avec évidemment tout ça lié à une compression. On peut trouver aussi des chevauchements de plus grande ampleur, des nappes de charriage qui vont être à l'indicateur donc d'une collision et d'un épaississement crustal. Donc nappe de charriage qu'on trouve ici avec révélée par une couche plus ancienne qui se trouve sur une couche plus jeune. Un autre indice très important, la présence de cohésite à partir donc d'une roche qui est un grès. Un grès, c'est une roche continentale, donc ce qui montre qu'on a eu de la côte continentale qui se retrouvait très profonde, à presque 100 km, une subduction continentale qui a amené donc du continent à 100 km. On verra schématiquement dans quelques secondes. On voit ici en sismique réflexion les nombreuses écailles qui montrent donc le raccourcissement lié à cette collision. Vous regarderez donc ce profil un petit peu plus récent.
On voit donc ici donc sur votre livre les activités 6 qui résument et le schéma global.